Les amis, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parti pour un nouveau live spécial Real Madrid. Et quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche midi pour parler de cette belle victoire contre Dortmund. Et bien sûr, de ce choc qui s'annonce contre le PSG. C'est l'affiche de cette Coupe du Monde des clubs. Un grand salut à Marzou, Salomon, Eli, Ousmane, dont j'ai vu ta paire sur Real France. Mon ami, chapeau, et à toi aussi Kinder. Quel match hier, les amis? On va y revenir en détail. Au programme aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. J'en ai sélectionné une bonne quinzaine. On va partir du gardien jusqu'à l'attaque, en passant bien sûr par Courtois, Vinicius, Mbappé, Gonzalo et tous les sujets brûlants. Salut Paul. Vous arrivez petit à petit, c'est top. Franchement, on est content. Demi-finale du mondial des clubs dès le premier tournoi de Xavi Alonso sur le banc, c'est déjà une réussite. Et c'est important de le souligner. Quoi qu'il arrive contre le PSG, le tournoi est réussi. Objectifs sportifs atteints. Objectifs financiers atteints. Les joueurs progressent. Alors maintenant, c'est du bonus. Si on bat Paris, on file vers un titre. Si on perd, mais en jouant avec nos valeurs, notre style, notre jeu, eh bien on aura vu un Real très prometteur pour la saison à venir. Et franchement, ce que propose Xavi Alonso depuis son arrivée, c'est du très très lourd. On sent qu'un projet est en train de naître. C'est que le début, mais ça sent bon. Buliv disait dans le chat, on va tester notre niveau face aux meilleurs. Exactement. Ce match face au PSG, c'est un test, un révélateur. Est-ce qu'on peut les titiller? Moi je pense que oui. Journal enroulé côté presse, Marca a d'ailleurs titré. Et maintenant, le PSG. C'est le titre que j'ai repris pour ce live. Et c'est vrai que les rôles se sont inversés. Pendant des années, c'était le Real au sommet. Aujourd'hui, c'est le PSG qui impressionne par son style, par Luis Enrique, par ses résultats. Et s'ils nous battent, honnêtement, ils sont favoris pour tout gagner cette saison. Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. Ce serait historique pour eux. AS, de son côté, met l'accent sur la Fabrica del Mundial. Et pour cause, ce sont deux produits maison, Fran Garcia et Gonzalo Garcia, qui qualifient le Real pour les demi-finales. Fierté totale. On parle souvent de la Masia, à juste titre, mais la Fabrica est bien vivante aussi. Et ça, c'est aussi grâce au style de jeu offensif que propose Xavi Alonso. C'est pour ça que son arrivée est une bénédiction pour les jeunes. Personne avec les mains jointes, merci Thomas pour ton message. Ça me fait plaisir. C'est exactement le but de ces vidéos, vous permettre de vivre le match même si vous n'avez pas pu le regarder. On avance ensemble. Graphique à barre pour ce qui est du tableau final. D'un côté, on aura Fluminense-Chelsea, de l'autre PSG Real Madrid. Deux matchs très serrés. Je vous donnerai mes pronostics dans la semaine. Mais une chose est claire, si le Real bat le PSG, on peut aller chercher cette coupe. Visage avec le symbole du dollar d'ailleurs, sur le plan financier, c'est déjà rentable. Le Real a payé 68 € pour Wahan et Trint, mais a déjà encaissé 72 € avec cette Coupe du Monde des clubs. Et on peut aller jusqu'à 150 € en cas de victoire finale, sans compter les 1 million d'euros de primes par joueur promis par Florentino Pérez. Autant dire que l'enjeu est énorme. Punaise, première question Instagram. Courtois toujours aussi exécrable sur penalty. C'est signé Aristote. Et c'est pas faux. Statistiquement, cette saison Courtois n'a arrêté qu'un seul penalty sur 9 tentés contre lui. C'est peu. Mais hier encore, il nous sort un arrêt énorme en fin de match qui nous évite les prolongations. Et cet arrêt, pour moi, il m'a rappelé celui face à Mané en finale de LDC contre Liverpool. Même détermination, même intensité. Silhouette de tête qui parle et derrière, il balance. J'y ai mis toute mon âme. Je ne voulais pas me taper les prolongations. Voilà, du pur Courtois. Leader, franc, sans langue de bois. Parfois ça pique dans le vestiaire, mais il est là, il assume, il fait gagner des matchs. Même Xavi Alonso l'a dit, on est hyper content de l'avoir. C'est ce genre de gardien qui te fait remporter des matchs. Deuxième question maintenant, est-ce que Courtois a scellé le sort de l'U1? Franchement, oui, Courtois reste le numéro 1 sans discussion. Même de retour de blessure, il est incroyable. Pour l'U1, c'est très compliqué d'imaginer autre chose qu'un rôle de doublure cette saison. Il va devoir l'accepter, malgré ses belles prestations. Voilà les amis, je continue de lire vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker ce live. C'est important pour le référencement. Si vous kiffez le contenu, un petit like gratuit, et peut-être qu'on atteindra les 1000 viewers en direct
même un dimanche midi. On continue dans un instant avec la troisième question. Fran Garcia est-il en train de faire oublier Carvajal? Restez bien connectés. Bon, je crois que c'est la première fois depuis que je fais ces sessions questions-réponses que j'ai reçu autant de messages sur Fran Garcia. Et franchement, ça ne m'étonne pas, parce que ce que Fran est en train de montrer sur ce tournoi, c'est tout simplement bluffant. Il crève l'écran, il rayonne. Hier encore, il marque sur une nouvelle passe décisive de Trint. Et oui, deuxième match de suite avec une assist pour notre nouveau latéral droit. Et comme je le disais dans le live d'hier, ce but de Fran, c'est une vraie signature Xavi Alonso. Un latéral droit qui décale le latéral gauche pour conclure, c'est exactement ce qu'on voyait avec Frimpong et Grimaldo du côté de Leverkusen. Alonso importe son modèle, son style, et ça prend forme, clairement. Donc très content pour Trint, qui continue de compiler les passes D, et très heureux de voir Fran revenir au centre du débat. On parlait encore il y a quelques semaines de sa potentielle mise à l'écart, et là, on est en train de se dire que peut-être Kara n'aura pas un fauteuil assuré s'il rejoint le club. Bouton répété, moi je pense que Kara viendra. Je suis quasi certain que c'est un transfert qui va se faire. Pourquoi? Parce que Mendy ne donne plus aucune garantie. Et si Fran se blesse, il faut absolument une solution fiable. Mais ce qu'on ne voyait pas venir, c'est que Fran allait peut-être bousculer la hiérarchie au point de faire de Kara le numéro 2. Clocha, vous l'avez entendu ce petit son ou pas? Il me semble qu'il y a eu un don dans le chat. Merci à Thomas de Real France et Gédéon, et surtout merci à Courtois d'avoir sauvé ton pari Nibet. Hein? Quel homme ce Thibaut? Bon, apparemment le son ne s'est pas déclenché chez vous. Je vais revoir les réglages la prochaine fois. Merci à tous en tout cas pour le soutien. Satellite, on parlait de Fran Garcia justement. Grâce à Match en direct, j'ai pu analyser sa headmap, ces sidemaps que vous avez en overlay. Et regardez la couverture de couloir, c'est juste incroyable. Ce gars à la bourre, le flanc gauche, il fait des courses à répétition comme un marathonien. Plus de 11 km parcourus. Et surtout, c'est le joueur qui a effectué le plus de sprints à haute intensité. C'est pas juste du volume, c'est du volume de qualité. Et franchement, j'ai le sentiment que ce rôle plus offensif que lui donne Xavi Alonso, ça le sublime. Sous Ancelotti, il était bridé. Là, on lui dit, percute, rentre dans la surface, t'as le droit de tenter. Silhouette de tête qui parle, Alonso l'a d'ailleurs répété en conférence. Si tu es trop loin de la surface, tu ne peux pas marquer. Mais si tu y es, tu peux faire la différence. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Le jeu de Xavi Alonso passe par ses latéraux. C'est pour ça qu'il voulait Alexander-Arnold. C'est pour ça qu'il pousse aussi pour Kara. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe si Kara arrive ou non, on peut désormais dire que Fran Garcia est capable de faire une grosse saison sous les ordres de Xavi Alonso. Coup au but, allez. Nouvelle question. J'en ai marre de Rudiger, il faut le remplacer. Alors là, je vais nuancer un peu. Oui, Rudiger ne fait pas un bon match hier. Je l'ai même mis dans mes flops, clairement. Sur le but encaissé, quand on revoit le ralenti, il est en retard, il est mal positionné. Mais, et j'insiste, il revient de blessure. Il a été opéré du genou, il traînait une arthrose. Sa saison a été longue, très longue. Donc soyons indulgents. Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce qu'il est à 100%? Non. Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce que son match hier est rassurant? Pas du tout. Index ouvert pointant vers la droite blanc, mais est-ce que ça mérite qu'on le jette tout de suite? Je ne crois pas. Donc oui, c'est frustrant. Mais pour moi, ce serait une erreur de jugement de vouloir le sortir aussi vite du 11. On verra s'il monte en puissance. Il faut du rythme, et surtout, il faut le vrai Rudiger des grands matchs. Celui qu'on a connu contre City ou Liverpool. Punaise, pendant que certains mangent en écoutant ce live, salut à toi Thomas de Real France, on continue la fac dans un instant avec une nouvelle question sur Andrick. Mais d'abord, n'oubliez pas les amis, un petit like sur le live, un abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on vise toujours notre objectif des 1000 viewers. Merci pour votre soutien, vous êtes des cracks biceps pliés. Alors, retour sur ce fameux but encaissé à la 91e minute. Et ce qui relance totalement le match, les amis, c'est malheureusement Rudiger. C'est lui qui relance Sabitzer avec une mauvaise remise. C'est lui qui dégage mal. Et franchement, c'est là où on voit que Rudiger n'a pas ce profil de relanceur que cherche Xavi Alonso chez un défenseur. Alonso, lui, veut des défenseurs capables de construire depuis l'arrière. Un joueur comme Tchouaméni, par exemple, a une très bonne relance. Mais Mine, malgré son jeune âge, c'est jouer vers l'avant. Rudiger, non. Lui,
C'est un joueur de duel, un pur défenseur de surface, qui brille quand il est en mission contre un Haaland ou un Lewandowski. Mais dès qu'il faut ressortir proprement le ballon, ça devient compliqué. Donc oui, hier, il se rate sur cette relance. Mais encore une fois, il revient de blessure. Il a tellement tenu la baraque cette saison que je ne vais pas lui tomber dessus gratuitement. En revanche, c'est vrai, il reste instable. Et c'est un point faible qu'on doit surveiller. Punaise, juste après, on a eu une avalanche de questions sur In. Je crois que c'est l'un des sujets les plus commentés aujourd'hui avec le duel Vinicius-Mbappé. Et j'ai même hésité à faire le titre du live là-dessus. Mais bon, j'ai préféré garder une approche positive pour ce débrief. Alors ouais, le carton rouge d'In, ça fait mal. On nous demande comment le meilleur défenseur du tournoi peut faire une faute aussi stupide. Signé Stark, et Madrid Girl demande si on peut s'en sortir sans lui. La faute d'In, elle est frustrante parce qu'elle arrive à 2-0 à 5 minutes de la fin. Et à ce moment-là, tu ne dois pas provoquer ce genre d'intervention. À 1-0, ok, tu coupes l'action. Mais à 2-0, tu dois gérer, tu dois temporiser. Ce genre d'erreur, c'est ce qui va le faire progresser. C'est dommage, parce qu'en face, le PSG n'a aucun joueur suspendu. On aurait pu arriver au complet, et là, on va devoir faire sans un des meilleurs joueurs du tournoi. Tableau avec tendance ascendante parce que oui, depuis le début de la compétition, il est monumental. Solide dans les duels, propre dans les relances, serein à la relance. C'est pour moi le défenseur qui crève l'écran aux côtés de Trent. Sa faute, c'est une erreur de lecture, peut-être un mauvais timing, mais aussi une faute d'expérience. Et justement, il n'a que 20 ans. On ne peut pas être le meilleur défenseur du monde à 20 ans. Il lui manque encore ce facteur expérience de gestion des matchs. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un défenseur atteint son prime entre 27 et 32 ans. À cet âge-là, t'es encore en forme physiquement, mais t'as aussi vu passer 300 matchs dans les jambes. Personne avec les mains jointes, merci à Thomas, au passage, qui nous rejoignait pour son tout premier live aujourd'hui. Bienvenue à toi. J'espère que tu pourras bientôt finaliser ton inscription comme membre officiel. Et pour info, ces lives, c'est après chaque match, généralement autour de 13h le lendemain. Graphique à bas, bon, vous me demandiez les résultats du sondage. Visiblement, on est sur un 19% pour Vini, 25% pour Gonzalo et 56% pour Mbappé. C'est sans appel. Mbappé est en tête. Et justement, on va parler de cette question Vinicius-Mbappé, parce qu'elle divise encore énormément. Et ce qui est marquant, c'est qu'en ce moment, Vinicius assure davantage dans son rôle de leader de vestiaire que sur le terrain. Sin avertissement, il a d'ailleurs réagi au message d'excuse posté par In sur Instagram. Il lui a répondu « Reste calme ». Ce sont de petits gestes, mais ça montre une certaine maturité. Même si, soyons honnêtes, sur le terrain, c'est très irrégulier de la part de Vini, et on va y revenir tout à l'heure. Micro, pour finir sur In, Xavi Alonso a été interrogé après le match. Comment allez-vous faire sans lui face au PSG? Et sa réponse a été simple, je ne sais pas encore, mais je sais qu'on peut le remplacer. C'est ça le discours de Xavi. Il est très clair, le collectif prime. Pas de dépendance à un joueur. Pas d'individualité mise sur un piédestal. Il l'a dit plusieurs fois, les individualités brilleront grâce au collectif. Et c'est ce qu'il construit depuis son arrivée. Donc contre le PSG, sauf surprise ou défense à 3, on devrait retrouver la charnière centrale entre. À suivre, on enchaîne avec deux cas importants, Rudiger et Raúl Asenio. Alors, Rudiger, on en a parlé tout à l'heure. Il revient de blessure, donc forcément, il n'est pas encore au top. Mais ce qui est clair, c'est que sur ce tournoi, il alterne le bon et le moins bon. Il reste ce soldat des grands soirs, ce défenseur de duel. Mais quand on parle de relance propre, de première touche sous pression, c'est pas son domaine. Et dans le système de Xavi Alonso, ça peut devenir un souci. À ses côtés, Raúl Asenio, lui, c'est plus compliqué. Il a fait une bonne entrée hier, mais sur l'ensemble du tournoi, il est plutôt décevant. Sur les 2 premiers matchs, il n'a pas répondu aux attentes. Pas assez tranchant, pas assez impactant. Il a peut-être manqué le coche au moment où le coach cherchait des repères. Coup au but et justement, en parlant de repères, s'il y a bien une pièce qui s'est imposée comme une évidence dans ce Real version Xavi Alonso, c'est Arda Güler. Arda hier, c'est une masterclass totale, 2 passes décisives, une pour Mbappé, une pour Gonzalo, mais surtout une régularité incroyable depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs. À chaque match, il est noté dans les meilleurs, il rayonne. Et honnêtement, je ne vais pas accabler Ancelotti, parce que je respecte l'homme et son palmarès.
Mais comment Carlo a pu s'acharner à faire jouer Arda à droite, exilé sur un côté, alors qu'il n'a ni le volume ni le style pour ce rôle, ça reste pour moi un mystère. Index vert pointant vers la droite blanc gulé. C'est un meneur de jeu, un chef d'orchestre à la Pirlo. Mais avec en plus cette capacité à frapper, se projeter, délivrer la dernière passe. C'est simple, aujourd'hui, il s'impose comme l'un des meilleurs milieux du tournoi. Et ça fait maintenant 10 titularisations sur les 12 derniers matchs. L'histoire d'Arda Güler au Real est enfin lancée. Ce qui me frappe, c'est son évolution mentale. Avant, il était plus discret, presque réservé. Aujourd'hui, il célèbre chaque but avec passion. Il dégage une vraie énergie. Modric l'a validé, Lucas a dit, c'est un vrai assist maker. Et on peut le dire, c'est peut-être lui, le successeur désigné. Et franchement, posez-vous la question, est-ce que ça serait pas Arda, le vrai numéro 10 du Real Madrid? Alors ok, d'un point de vue marketing, Mbappé porte le 10 en équipe de France, donc ça ferait vendre des maillots. Mais sur le terrain, le 10, c'est Arda. Ce rôle de métronome créatif, capable de jouer bas, haut, à droite, à gauche, c'est lui. Graphique à barre en plus, regardez ses stats avec match en direct. Il est dans le top sur quasiment tous les critères offensifs. Hier, il a été noté 8,9. Meilleur joueur du match. Et comme l'a dit Thomas de Real France, c'était sa 15e et 16e contribution décisive de la saison. 6 buts, 10 passes décisives. C'est incroyable pour un joueur qui a joué aussi peu sous Ancelotti. Coup au but est là, il faut être ambitieux. La saison prochaine, même avec moins de matchs, il peut viser les 10 buts, 10 assists. Parce que c'est un joueur attiré par le but, c'est dans sa mentalité, dans son ADN. Il a ce truc de vouloir frapper. Pied droit, pied gauche, dès qu'il en a l'occasion. Et comme le disait Gédéon, il a quasiment les mêmes stats que Rodrigo, sauf qu'il part de plus loin. Et encore une fois, comme le rappelle Xavi, un jeune joueur ne progresse que s'il joue. Voilà pourquoi Arda va exploser sous Alonso. Et voilà pourquoi Endrick devra partir en prêt s'il veut suivre la même trajectoire. Bulle bon, on enchaîne avec la dernière partie de ce live et on va parler bien sûr des attaquants. Et notamment Vinicius. Une remarque de Neyal. On ne retrouvera jamais le Vini des années précédentes. Et franchement, je ne sais pas, parce que quand tu regardes ses stats, il est à 22 buts, 16 passes décisives. Et pourtant, on est tous d'accord pour dire que sa saison est mauvaise. C'est là qu'on voit que les chiffres ne disent pas tout. Parce que hier, c'est un Vini très brouillon, très imprécis. Et pourtant, contre Salzbourg, il nous sort une masterclass avec une talonnade à la Guti pour Valverde, une action magnifique avec Bellingham, mais il n'arrive pas à enchaîner. Tableau avec tendance descendante, le vrai souci, c'est l'irrégularité, et surtout la fragilité mentale. On dirait qu'il doute, qu'il est moins libre dans son jeu. Et cette histoire de prolongation de contrat, elle pèse, c'est sûr. Même si c'est en veille, ça reste dans sa tête. Hier encore, il juge mal ses courses. Il est hors jeu. Il rate une action qu'un Vini en pleine confiance met au fond 10 fois sur 10. Un lob mal ajusté alors que le gardien est avancé. Quand tu prétends être le meilleur joueur du monde, que tu demandes le plus gros salaire du club, tu ne peux pas te permettre ce genre d'erreur. Et c'est là que le problème devient stratégique. Parce que Vini sait très bien qu'avec l'arrivée de Mbappé, la lumière ne sera plus sur lui. Et ça le travail. Il se dit sûrement, je suis ici depuis des années, je suis la star du club, et vous allez donner plus d'argent à un joueur qui vient d'arriver. Ça qu'a argent et je le comprends. Mais au bout d'un moment, faut trancher. Soit tu veux rester, soit tu veux partir. Et si tu veux vraiment rester, prolonge. Prolonge, envoie un message fort, tourne la page et joue ton football. Feu voilà les amis, on arrive à la fin de cette grosse partie milieu de terrain-attaque. Je vous lis dans le chat, on en reparle et on terminera ce live avec vos questions sur le PSG, les pronostics et la compo probable. Vous êtes toujours là? On continue? Souhaites-tu que je reformule la suite avec le duel PSG-Real ou que je revienne sur Gonzalo, Mbappé et les dernières tandas? Franchement les amis, on ne va pas se mentir. À un moment, Vinicius doit aussi faire un pas vers le Real Madrid. Il ne peut pas juste poser des exigences salariales ou laisser son entourage négocier pour lui sans donner un vrai signal d'engagement au club. Et comme le disait Régis dans le chat, il lui faut peut-être un réveil, un déclic. Mais est-ce qu'il ne l'a pas déjà eu sans qu'on le sache? On ne sait jamais. Peut-être qu'il a déjà dit oui dans l'ombre et qu'on attend juste le bon moment pour l'officialiser. Mais ce qui est sûr, c'est que le climat autour de lui reste pesant. Espagnol, quand il va revenir en Liga, il va se faire siffler dans chaque stade, subir encore des insultes racistes comme la saison dernière.
Et comment tu veux qu'un joueur soit pleinement lui-même dans un environnement aussi toxique? Il ne joue pas dans un climat sain. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et puis à la maison, il a cette pression permanente de son entourage, qui les répète sûrement en boucle. Demande plus au Real, exige plus. On va pas se mentir, son entourage cherche l'oseille, pas l'équilibre sportif. C'est dur à dire, mais je l'ai vu dans le documentaire sur Vinicius que j'ai d'ailleurs commenté pour les membres. Ce sont pas ses parents ou ses frères qui sont autour de lui. Ce sont des amis, une cour, un groupe de potes. Et ça coûte cher à faire vivre. Donc les intérêts ne sont pas toujours sains. Et quelque part, je me dis, si demain un club d'Arabie Saoudite venait avec un chèque monstrueux, je ne sais même pas ce que son entourage s'y opposerait. Parce qu'il pense en commission, pas en carrière. Regardez Wirtz par exemple, quand il signe à Liverpool, ce sont ses parents qui gèrent le dossier, pas un agent. Et ça se passe en une ligne droite, propre, rapide. Pas de drame, pas de chantage. C'est ça aussi qu'il manque autour de certains joueurs. Courbu, bref, je regarde vos messages. Oh, JB devient Madrida. Merci mon ami. Bienvenue à toi. Tu as accès à tous les nouveaux emojis. J'en ai ajouté hier. Dites-moi si vous kiffez. Je vais essayer de faire toute la collection des joueurs du Real. Sourions avec bouche ouverte et rire. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on revient sur le terrain. Entre Mbappé, Vini et Gonzalo Garcia. Quel duo pour jouer contre le PSG? Premièrement, Gonzalo est titulaire. Point. Il n'y a même pas débat. Tu ne peux pas sortir le meilleur buteur de la compétition. Un gars qui est dans une forme stratosphérique. Donc lui, il joue. Après, c'est là que ça se complique. Est-ce que tu choisis Mbappé ou Vinicius à ses côtés? Est-ce que Xavi Alonso peut pas nous sortir un 3-4-3 avec les trois alignés ensemble? Franchement, c'est possible. Et je le redis parce que c'est important. Faut pas que le débat Mbappé-Vinicius divise les supporters madrilènes. On a l'impression en ce moment qu'il y a deux clans, les pro-Vini et les pro-Kylian. Mais on ne doit pas tomber là-dedans. Ce qu'on veut tous, c'est que le Real Madrid gagne, pas qu'un tel ou un tel brille plus que l'autre. Et justement, ce match contre le PSG, il est très symbolique, parce que Mbappé marque enfin dans la compétition, et en plus contre son ancien club. Vous savez ce que ça veut dire. Souvent dans ces histoires-là, le destin pousse les anciens à marquer contre leur ex. Donc moi, instinctivement, je dirais Mbappé titulaire aux côtés de Gonzalo, et pourquoi pas Vinicius qui rentre à l'heure de jeu pour faire mal sur un côté. Mais voilà le souci. Si tu mets Vini sur le banc, est-ce que tu ne le flingues pas mentalement? C'est ça le dilemme. Ces gars-là, ils ont besoin de se sentir importants, d'enchaîner, d'avoir de la confiance. Donc pas facile pour Xavi Alonso. Ballon de football en tout cas, une chose est sûre, Gonzalo doit démarrer. Mbappé, avec son but magnifique hier sur une passe lumineuse d'Arda Güler, va mieux. Et ça peut tout changer psychologiquement avant le PSG. Il n'avait pas encore marqué dans la compète, il avait besoin de ce déclic. Et puis attention, on a vu Mbappé pressé. Oui, je sais que certains vont dire c'est pas son rôle, mais on l'a vu faire les efforts. Pas du pressing à la Gonzalo Garcia, mais il commence à s'adapter au style Xavi Alonso. Et c'est là qu'il faut être malin. Xavi ne veut pas faire de Mbappé la machine à buts exclusive. Il veut répartir les responsabilités. Il l'a dit, je veux que les buts soient partagés. Pas que Mbappé en mette 40 pendant que les autres regardent. C'est une vraie stratégie collective. Comme en économie, mieux vaut 3 joueurs à 15 buts qu'un seul à 40. Parce que le jour où ton unique star se blesse, t'as plus rien. Là, tu crées un réseau d'options offensives. Courbu enfin, un dernier point. J'espère que le match contre le PSG ne deviendra pas une obsession pour Mbappé. Parce que le vrai gagnant, ce sera pas celui qui marque, c'est celui qui fait gagner son équipe. Si Mbappé fait un grand match, qu'il presse, qu'il fait des passes décisives et que le Real se qualifie, là, il aura gagné. Mais s'il se focalise uniquement sur le but contre Paris, il peut passer à côté. Donc Xavi doit le mentaliser, lui faire comprendre que l'objectif, c'est la qualif, pas l'ego. 1h, voilà les amis. Il est 13h30, on est pile à l'heure pour la suite du live. J'espère que vous kiffez ce nouveau format post-match. On continue tout de suite avec vos questions sur les attaquants, la compo face au PSG et le duel Vinicius-Mbappé qui s'annonce électrique. 13h30. Ce matin, j'avais pas trop le temps, donc j'ai un peu décalé. Mais vous voyez ce que je veux dire, les amis. Il ne faut pas que Mbappé fasse une fixation sur le PSG. Ce serait une erreur. La seule vraie réponse qu'il peut apporter à ses anciens dirigeants, aux supporters parisiens et à tout ce qu'il a vécu là-bas, c'est de les battre avec le Real et de gagner le trophée. C'est ça la meilleure réponse.
Bull, donc j'espère vraiment qu'il aura le recul nécessaire, avec l'intelligence qu'on lui connaît, pour faire briller le collectif. Et pas juste se dire « je dois marquer contre eux à tout prix ». Non, le plus important, c'est que le Real gagne, pas que lui plante un pion personnel. Feu, et en parlant de pion, regardez le classement des buteurs. Gonzalo Garcia est co-meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs avec Marcos Leonardo, Gyasi, Di Maria, Dalilal, mais il lui reste un match. Donc avec un but en demi-finale, il prendrait seul la tête du classement. Et souvenez-vous, le dernier joueur du Real à avoir marqué 4 buts dans cette compétition, c'était Cristiano Ronaldo en 2016. Et lui l'avait fait en 2 matchs seulement, demi et finale. Alors oui, Gonzalo aura joué plus, mais ça illustre la paire XXL du jeune Espagnol. Le gars est en train de changer sa carrière. Index vers pointant vers la droite blanc avant le tournoi, on parlait de Boudimir, de Patrick Schick, de recruter un neuf. Mais là on se rend compte qu'on a notre attaquant chez nous, un mec formé au club, jeune, intelligent, tueur devant le but, bon de la tête, qui joue en pivot et pense collectif. Il coche toutes les cases. Et franchement, faut le dire, c'est plus Gonzalo, c'est Gonzalo. Ce que j'aime aussi, c'est cette connexion avec Arda Güler. Vous avez vu la célébration après le but? Arda est transformé. Il n'est plus ce gamin timide de l'an dernier. Il est libéré, expressif, leader. Il a dit à Gonzalo avant l'action, « Va dans l'espace, je vais te trouver. » Et c'est ce qu'il a fait. Caviar dans la course, reprise de volée, but exceptionnel. C'est ça ce Real aujourd'hui, un groupe de jeunes joueurs sous 26 ans, qui grandissent ensemble, qui vont évoluer ensemble pendant peut-être 10 ans. Onaïn, Güler, Andrić, Gonzalo, c'est une pépite par ligne. Et chaque saison, le club recrute jeunes. C'est la force du projet. Maintenant, sur Brahim Diaz, vous m'avez beaucoup posé la question. Pour moi, cette année ce sera un super sub. Dans la hiérarchie, t'as Mbappé, Vinicius, Gonzalo, peut-être Mastantino qui arrive en août et Brahim arrive 4e ou 5e. À moins qu'il se spécialise comme numéro 10, mais avec Rodrigo aussi dans les parages, ce sera pas évident. Donc Brahim sera un joueur de banc, d'impact, mais pas plus. C'est dommage vu son talent, mais dans ce Real-là, c'est compliqué. Vous êtes aussi plusieurs à vous inquiéter de Bellingham et Vinicius. Alors Vinicius, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Jude aussi est plus discret. C'est vrai, mais c'est peut-être la nouvelle version de Jude Bellingham, plus collective. Il ne va plus enchaîner les buts comme en début de saison dernière. Et de toute façon, n'oubliez pas, il joue avec l'épaule déboîtée depuis des semaines. Après la Coupe du Monde des clubs, il va se faire opérer, donc absent 3 à 4 mois. Et c'est à son retour, à 100% physiquement, qu'on pourra vraiment le juger sous Xavi Alonso, quand le coach aura eu plus de temps et que Jude sera en pleine possession de ses moyens. Sin avertissement et pour finir, une dernière question qui revient souvent, la gestion de Rodrigo. Est-ce qu'elle est trop dure? Franchement, le faire entrer à la 86e minute, c'est un message. Clairement. Et je pense que la réponse est dans la question. Rodrigo est plus proche de la sortie que du projet. Je vous le dis en toute honnêteté. Il n'entre plus dans les plans prioritaires. Bull, voilà les amis, fin de ce live. Merci à tous pour votre présence. Vous êtes toujours plus nombreux, les Madridas, les passionnés du Real Madrid. Continuez à liker, commenter, vous abonner, et on se retrouve demain à 13h pour la suite. Parce que cette Coupe du Monde des clubs va peut-être écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du Real moderne. À demain la famille, à la Madrid y nada más. Couronne.